Et bonjour à tous, bienvenue dans ces nouvelles chroniques d'Alira. Je suis Jérémy Wauquiez, hyper content de vous accueillir tous et toutes pour ce nouvel épisode des chroniques. Je suis avec nos chroniqueurs habituels. Est-ce que vous voulez vous présenter? Avec plaisir, moi c'est Cyril Castagnier, je suis le formateur des développeurs chez Alia. Salut, moi c'est Virgile Euro et je m'occupe surtout de la newsletter chez Alira et tous les contenus par écrit. Et pour ma part, chez Alira, je m'occupe principalement du parcours IA, mais également de la partie projet sur d'autres parcours. Yes, trop bien. Et bonjour au chat. Fortunato est déjà avec nous. PQ, l'inarrable PQ, qui est toujours fidèle au poste. Gaëtan Lannes, salut. Vortas, hello. Est-ce qu'on a les autres habituels avec nous ou pas aujourd'hui? Je ne sais pas. Ils se Pas manifesteront encore. peut-être. Salut Hélène. Ça va arriver, je n'en doute pas. Aujourd'hui, trois sujets qu'on vous a préparés. On va vous parler d'IA, on va vous parler des layers 2 de Bitcoin et notamment des nouveaux modèles d'IA sur l'IA. On va vous parler du layer 2 de Bitcoin et je vais vous faire un petit retour sur les projets Cube 3 puisque vous savez que j'ai participé au jury de Cube 3, c'était il y a un mois et on vous dévoilera un peu les coulisses du tournage de Cube 3. Commençons par les layers 2 de Bitcoin. Vous le savez, je pense tout le monde le sait ici, c'est un secret pour personne. Bitcoin est un réseau, une techno et un protocole que j'aime beaucoup, euh, pour à mon avis plein de bonnes raisons. Et malheureusement, souvent, une des critiques qui est faite euh, allez, je vais les qualifier d'esprit un peu chagrin vis-à-vis de Bitcoin, c'est que on peut pas payer sa baguette de pain avec Bitcoin. Il n'y a pas de smart contract sur Bitcoin, voilà, très bien. Donc, ok, effectivement, j'avoue, c'est vrai. Peut-être que Bitcoin n'a pas été conçu pour ça, et peut-être que Bitcoin a été conçu pour toute autre chose, et peut-être que ces critiques, et je suis d'accord pour affirmer qu'elles sont valables, peut-être que ces critiques peuvent trouver une solution en dehors de Bitcoin, dans une espèce de surcouche, comme par exemple dans un L2. Virgile, je crois que tu as regardé un petit peu le sujet. Où est-ce qu'on en est au niveau des L2 de Bitcoin où est-ce qu'on en est et où est-ce qu'on va, de ton point de vue? Alors, disons que les layers 2 sur Bitcoin, c'est un sujet qui date depuis assez longtemps parce que le premier layer 2 de Bitcoin qui fonctionnait vraiment, c'était Lightning. Après, Yes. Lightning, ouais, ça fonctionnait surtout avec des canaux de paiement à l'époque. Et après, ce qui a été reconnu de la part de beaucoup de développeurs de Bitcoin et même au-delà, c'est que Lightning, bah, son utilisation, elle est quand même assez laborieuse. Ou en gros, quand on veut faire tourner un nœud Lightning, faut faire plusieurs transactions sur Bitcoin déjà pour ouvrir un canal. Et étant donné les frais de transaction sur Bitcoin, c'est pas donné. Et en plus, faut le maintenir constamment allumé. Sans parler des potentielles vulnérabilités qui se trouvent sur Lightning aussi, parce que en fin d'année dernière, bah, il y avait justement un développeur de Lightning qui avait révélé une faille où c'était possible de voler l'argent des utilisateurs en faisant certaines transactions. Donc Mince oui, alors. bah après en soi Zut alors. c'était disons que après ce genre d'attaque est très rare, tu vois. Ça arrive pas souvent, mais le fait que ce soit possible, bah ça a inquiété pas mal de monde. Et bah là justement ça fait plus de 5 ans que le Lightning Network a été déployé. Et il n'y a pas tant il y a pas tant de Bitcoin de ça dessus. Donc, il a fallu trouver des alternatives. Et, euh, et là, Sur Lightning, juste justement, avant qu'on passe désolé, je te coupe avant qu'on passe sur les alternatives et on va en parler. Juste pour voir dans le chat, comme ça, par curiosité, est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui utilise Lightning? Moi, je me souviens de l'avoir utilisé en mode test. Ah, Michael utilise Lightning, yes. Je l'ai utilisé en mode test peu après qu'il soit sorti. Je me souviens notamment que c'était un des intervenants de l'époque d'Alira qui m'avait fait une démo dans un restaurant et il m'avait transmis un Satoshi. On avait ouvert un canal et puis il m'avait transmis un Satoshi de manière instantanée. Et j'avoue que ça m'avait retourné le cerveau à l'époque parce que on a toujours cette idée qu'il faut attendre 10 minutes, machin, les transactions, tu es sur blockchain.com et tu actualises la page pour voir si ta transaction est passée. Euh,
et là, Lightning, c'était en une fraction de seconde, quoi. C'était assez impressionnant. Mais effectivement, ça demande la mise en place d'une infrastructure qui est assez grosse. Et notamment, si on veut faire des paiements vraiment de manière fluide, par exemple, payer mon Starbucks, payer mon restaurant, une baguette de pain, etc. Ça veut dire qu'en fait, il faut qu'il y ait un canal entre la boulangerie et moi, quoi, globalement. Donc, soit j'ouvre un canal directement, ce qui est pas le plus pratique, soit de manière plus réaliste, il y a des espèces de fournisseurs de services de paiement en Bitcoin qui font des espèces de banques Bitcoin entre les deux. Et donc, en fait, moi, je me branche sur ce fournisseur, la boulangerie se branche aussi sur le fournisseur, et le paiement, il est routé à travers ce fournisseur de liquidité, en quelque sorte. Mais bon, le fond de l'histoire, c'est que les gens n'achètent pas leur baguette de pain en Bitcoin. Et que donc, en fait, bah, tout le monde s'en fout de payer sa baguette de pain en Bitcoin. Bientôt. Et moi, j'ai l'impression qu'il est surtout là le problème. C'est qu'il y a pas de vrai... le cas d'usage, il est faible, en fait. Le cas d'usage réel, il est assez faible. Moi, je fais mon pain, donc ça me sert Voilà. pas. Et l'un des vrais soucis de Lightning, en plus, c'est qu'il faut que la personne à qui tu envoies des fonds soit connectée au moment où tu lui envoies des fonds. C'est-à-dire que imagine que on t'envoie ton salaire, il faut que tu sois connecté avec ton Lightning au moment où tu reçois ton salaire. Si tu n'es pas connecté, tu peux pas recevoir ton salaire sur Lightning. C'est un vrai souci. Ce qui est assez étonnant par rapport au monde des blockchains, sur Bitcoin, Ethereum ou n'importe quel layer 2 d'Ethereum, bah, tu envoies quelque chose à une adresse, qu'il soit là ou qu'il soit pas là, il le reçoit, quoi, peu importe. Bah, sur Lightning, ça marche pas comme ça. Donc c'est aussi un vrai défaut du X, en plus de l'ouverture des canaux, on a ce problème-là qui est assez fort sur Lightning. Ouais, complètement. Et du coup, Vas-y, bah, Virgile, je t'en prie. Désolé, Jérémy. Mais en Non. gros, ouais, on s'est mis à chercher des alternatives. Et là, bah, depuis le temps qui est passé, on a commencé à avoir des réseaux qui commençaient à proposer des applications au-delà de ce que permettait Bitcoin à la base. Alors, le premier exemple qui a été pris, c'est le réseau Stacks. Alors, Stacks, c'est pas un layer 2 à part entière de Bitcoin parce qu'il doit assurer sa propre sécurité. Mais ça a été le premier exemple qui a été utilisé par par la communauté de Bitcoin et qui a permis de développer de développer des applications DeFi, de faire des NFT, tout ce genre de choses que le réseau Bitcoin de base ne permettait pas de développer. Et ensuite, bah, il y a eu le dernier exemple en date qui a fait beaucoup parler de lui, bah, c'est le réseau Merlin. Où là pour le coup on est sur l'équivalent d'un Validity Rollup. Où en gros Validity Rollup, pour expliquer simplement, Rollup, ça veut dire qu'on compresse un certain nombre de transactions en une seule, et pour valider ces transactions, on utilise l'épreuve Zero Knowledge. Et bah, c'est le but de ce qu'on appelle la Merlin Chain, qui se veut comme un vrai layer 2 de Bitcoin et qui fait beaucoup parler de lui ces derniers temps. Trop bien. Et donc là-dessus, tu peux déployer du smart contract ou tu peux juste faire du paiement? Bah là pour le coup, c'est censé être compatible. Enfin, c'est censé avoir sa propre machine virtuelle, donc tu peux déployer des applications avec normalement. Super solide. Tu as regardé un peu ces technos-là, Gaëtan, de ton côté? Oui, un petit peu pour l'instant. J'ai surtout écouté des gens très qualifiés sur le sujet, n'ayant pas, moi, cette compétence suffisante pour les layer 2 pour l'instant sur Bitcoin. Et j'ai lu beaucoup de critiques sur Malin. En fait, pour l'instant, tu peux pas, de ma compréhension technique, créer de vrais layer 2, enfin de vrais roll-ups sur Bitcoin tant qu'on n'a pas, vous en avez peut-être parlé avant que j'arrive, un nouvel opcode Encore, non. qui s'appelle OP4. Ah, ok, ben on va en parler alors sur Mm. Bitcoin. Et donc, il y a beaucoup de marketing autour de la Merlin Chain, mais apparemment, pour l'instant, on ne serait pas du tout sur un vrai roll-up et il y aurait toujours beaucoup d'assumptions de sécurité et de multisig. En fait, CL2 dépend de multisig pour les fraud-proof, enfin pour les preuves. Donc, tu dépends énormément du multisig que gère Merlin. Donc, on n'est pas du tout sur une décentralisation telle qu'on aimerait l'avoir sur un layer Est-ce 2. que Les layers 2 sur Ethereum sont toujours comme ça pour l'instant, parce qu'ils sont en phase de bêta, mais à terme, ils vont sortir de ce multisig. Sur Bitcoin, tant qu'on n'a pas d'OP4, on ne peut pas sortir de cette solution de multisig. Donc, Merlin Chain, Alors aujourd'hui, désolé est parce une que je vous propose de faire un tout petit pas de côté, juste pour expliquer aux gens qui nous écoutent ce que c'est qu'un opcode. Alors je sais que c'est une notion technique entre guillemets de base, mais je pense que c'est important de repréciser ce que c'est. Et du coup, effectivement, pourquoi est-ce que OP4 changerait la donne pour Bitcoin? Ouais.
Je vais expliquer ça rapidement. L'opcode, c'est une opération machine qui est capable de faire un ordinateur pour simplifier un système d'exploitation, une machine virtuelle. Donc, typiquement, faire une addition, c'est un opcode. Faire une soustraction, c'est un opcode. Faire une division, c'est un opcode. Donc, il y a plein d'opcodes divers et variés. Hein. Chaque opcode a un coût en plus en computation ou en espace mémoire qui lui est différent. Et donc, c'est littéralement les opérations mathématiques, pour simplifier, que peut faire une machine virtuelle, un ordinateur d'outil technologique. Dans le cas de Bitcoin, il y a un nombre d'opcodes limité. Et il y a un nouvel opcode qui est pour l'instant en discussion d'implémentation. Alors, il a déjà été implémenté au tout début de Bitcoin. Il a été enlevé par Satoshi au bout d'un an, si je ne dis pas de bêtises. Et là, il est prévu d'être rajouté. Cet opcode, il est tout simple. Il s'appelle OP4. 4, c'est pour concaténation. C'est de l'abréviation de concaténation. Et il permettrait tout simplement de concaténer deux variables entre elles. Donc, par exemple, si je prends la variable Toto et je prends la variable Tata, le résultat de la concaténation, c'est Toto-Tata. C'est les deux valeurs collées. Si je prends le 1 et 8, la concaténation, c'est 18, parce que je mets les 1 et le 8 à côté. C'est rien d'autre que ça, la concaténation. Et donc, OP4, c'est un opcode extrêmement simple, dont le seul intérêt est de pouvoir faire cette concaténation. Ça paraît tout bête, mais ça permet de débloquer en fait plein d'effets de second ordre ou de troisième ordre. Notamment, ça permet de créer des arbres de Merkle. Parce que les arbres de Merkle, c'est des concaténations de hash qui sont à nouveau hachées, puis qui sont reconcaténées, puis de nouveau hachées. Et on a besoin de la concaténation pour créer des arbres de Merkle. Et donc OP4, il est extrêmement intéressant pour ça, c'est qu'il permet de créer la construction d'arbres de Merkle. Je simplifie, mais c'est ça l'idée, sur Bitcoin. On a déjà des hashes possibles sur Bitcoin. Donc avec les hashes et la concaténation, on peut créer des arbres de Merkle qui peuvent nous permettre de gérer des preuves, notamment des zero knowledge proof ou des fraud proof plutôt, dans le cas de Bitcoin, et donc de créer des layers 2 qui fonctionneraient de manière optimistique avec les fraud proof sur Bitcoin. Je simplifie, mais c'est un peu ça l'idée. Et donc l'idée générale d'OP4, c'est simplement de dire on va rajouter un nouvel opcode à la machine virtuelle, enfin pas la machine virtuelle, au langage script de Bitcoin, donc au protocole Bitcoin, qui nous permettrait de créer de la concaténation. Et du coup, en second ordre, on pourrait créer comme ça des layers 2 grâce aux arbres de Merkle rendus désormais disponibles par ce nouvel opcode. Voilà, en résumé. Ok. Et pourquoi est-ce qu'il y a un débat là-dessus? Juste, je réponds à PQ parce que ça fait partie du débat déjà initial. C'est vrai qu'aujourd'hui, Bitcoin, comme toutes les blockchains, est face au problème, au trilemme sécurité versus centralisation versus efficacité, donc scalabilité. On a cette problématique-là et aujourd'hui, Bitcoin, pour pouvoir grandir, aurait besoin justement d'une feuille de route qui lui permet d'augmenter sa scalabilité. Et toutes les technologies actuelles aujourd'hui permettent justement d'être beaucoup plus scalable que Bitcoin. Le nombre de transactions de Bitcoin est faramineusement bas par rapport à toutes les autres blockchains, ce qui est un petit peu un problème pour son développement et pour son usage à très grosse échelle. Et donc l'usage justement de ces blockchains de second ordre, donc de layer 2, fait justement écho à cette problématique de scalabilité et donc doit rejoindre justement la volonté de Bitcoin d'augmenter en capacité. Ça en tout cas c'est l'idée et c'est la raison pour laquelle à la base Lightning avait été créé pour justement permettre autant de transactions qu'on veut tant qu'on a fermé, enfin tant qu'on a ouvert notre canal quoi. Donc il y a ce truc-là qui est important et qui est à considérer quand on a envie de penser aussi au long terme sur Bitcoin et à qu'est-ce qui se passe si d'un coup tout le monde se met à utiliser la blockchain? Qu'est-ce qui se passe si les gens se rendent compte que c'est une technologie qui est intéressante? En fait, on va faire face à un problème de type nos transactions elles passent pas parce qu'en fait le réseau est saturé et donc voilà. C'est à ça que servent les layers 2. Oui, et puis le but, c'est de résoudre ce problème de scalabilité tout en maintenant la décentralisation. Sur Bitcoin, la décentralisation est extrêmement importante. Bien Donc, sûr. on ne veut pas augmenter, entre guillemets, la bande passante d'un nœud ou l'espace mémoire d'un nœud. On ne va pas changer en fait, les caractéristiques d'un nœud. Et donc, si on veut scaler un Bitcoin, on est obligé de passer par d'autres types de solutions. Alors, la question déjà, c'est est-ce qu'on veut scaler Bitcoin ou pas? Tout le monde n'est pas d'accord sur le sujet. Mais si la réponse est oui, on veut le scaler, la seule solution qu'on ait tout en maintenant le layer 1 tel qu'il est maintenant, ossifié et aussi décentralisé qu'il est aujourd'hui, c'est de faire des layers 2. Il y a d'autres personnes qui seraient pour modifier Bitcoin le layer 1 parce qu'ils pensent qu'on peut augmenter entre guillemets les capacités d'un nœud sans pour autant toucher à la décentralisation de Bitcoin. Mais ça, c'est un choix philosophique et on ne va pas rentrer dans le sujet maintenant. Si on part du postulat qu'il faut des layers 2 pour scaler Bitcoin sans toucher le layer 1,
Mais le problème, c'est que sur Bitcoin, on n'avait pas de solution pour créer un layer 2 autre que le Lightning Network. Alors, il y a quelques autres choses qui sont en production, mais il n'y avait que le Lightning Network qui était connu. Et l'avantage de ce nouvel opcode, c'est qu'il nous permettrait de créer d'autres types de layer 2 qui se rapprocheraient très fortement des optimistic rollup qu'on a sur Ethereum. Donc, c'est très très proche de la technologie des optimistic rollup. Il y a des différences que je ne maîtrise pas encore moi-même dans le détail, mais il y a des différences. Mais on se rapproche en tout cas d'un optimistic rollup qu'on aurait sur Ethereum. Et donc, on a plein, du coup, on a une effervescence de projets qui viennent se greffer là-dessus, qui disent « Ouh là là, ça y est, un nouvel écosystème est possible, c'est les layer 2 sur Bitcoin ». Et comme toute explosion cambrienne, on a des projets sur lesquels il faut faire très attention, qui sont sans doute très scammy, et on a des projets qui changeront le monde. Le problème, c'est qu'il faut être capable de connaître lesquels sont lesquels. Et de ma compréhension actuelle, et surtout de ce que j'ai écouté d'experts vraiment sur le sujet, souvent anglophones, hein, tant qu'on n'a pas OP4, tous les projets qui vous vendent du layer 2 aujourd'hui sur Bitcoin ne sont pas des vrais layer 2. Il y a beaucoup de marketing derrière. Voilà. Il faut avoir OP4 pour avoir un layer 2 de type roll-up sur Bitcoin. Sans ça, ce n'est pas un vrai roll-up. D'ailleurs, à à ce ce qu'on doit propos, avoir. ouais. Vas-y. À ce propos, P4 a été enlevé effectivement en 2010, hein, donc après quelques années de fonctionnement effectif de la blockchain. Et c'est vrai qu'à l'époque, il avait été enlevé pour diverses raisons. Déjà, il faut se remettre à l'époque, hein, c'était en 2010 donc Bitcoin était très jeune et Satoshi en fait préférait garder d'être assez conservateur en fait dans son approche et protéger en quelque sorte Bitcoin en mode c'est peut-être trop tôt pour ouvrir la boîte de Pandore. Il y a ça, donc il avait supprimé cette fonctionnalité qui effectivement était là dès le départ. Parce que j'avais lu aussi un petit peu, il y avait diverses inquiétudes sur l'utilisation excessive de la mémoire, des problèmes d'introduction de vulnérabilité supplémentaires. Et Bitcoin n'avait pas besoin de ça à l'époque pour se lancer. Ensuite, effectivement, aujourd'hui, en 2024, on a eu aussi de nouveau le mouvement des ordinals, etc., et qui ont ramené de l'utilisation sur Bitcoin. Et on va dire qu'il y a deux grands courants de pensée, avec un mouvement assez rigoriste en interne qui dit non, ce qu'a pensé Satoshi, donc dans la Satoshi era, hein, la fameuse, hein, donc autour de 2010, on n'y touche pas, on laisse comme c'est. Voilà. Et ceux qui disent, écoute, c'est bien, mais c'était il y a 14 ans, donc bon, depuis, il s'est passé certaines choses, quoi. Donc voilà, c'est deux mouvements qui s'affrontent un peu là-dessus, même en interne, et on verra ce que Il y ça a donne. Il y a besoin de faire un hard fork pour implémenter Alors, OP4, j'avais ou vu est-ce à qu'un ce propos-là soft que... fork suffit? Alors, j'avais vu qu'ils voulaient, il y avait eu des discussions à l'époque, alors je suppose qu'on n'a pas suivi, d'utiliser déjà un opcode existant, c'était OpSuccess, et puis un chiffre, je sais plus, pour en gros le recycler pour voir si un soft fork était possible. Mais là, je te dirais des bêtises si j'allais plus loin que ça. Donc je sais pas où ça en est là. Juste au cas où, soft fork, hard fork, on a tendance à différencier ces deux éléments-là en disant que globalement un soft fork est plus simple à mettre en place puisqu'il ne nécessite pas l'approbation de la majorité pour pouvoir être mis en place par ceux qui le souhaitent. Les règles sont plus restrictives avec un soft fork qu'avec un hard fork. Bref, venez dans nos cours pour évidemment en savoir plus. C'est ça. C'est une sorte de rétrocompatibilité ou non de la mise à jour. Et ce qui est à noter, comme l'a dit Michael, c'est que déjà, Bitcoin a bien changé depuis 2010, hein, parce qu'entre Segwit et Taproot, on a quand même eu deux mises à jour majeures. Et un point que j'ai oublié de préciser, c'est que les Layer 2 ne sont possibles que parce qu'on a eu Taproot également. En fait, Taproot, ça permet d'ajouter des conditions au déblocage des UTXO. Donc les UTXO, c'est ce qui permet de... Enfin, ce sont vos bitcoins. En fait, quand vous avez des bitcoins sur la blockchain Bitcoin, ce que vous avez, c'est comme des pièces ou des billets dans la vraie vie. C'est vous avez des montants de bitcoin qui sont bloqués. Et on peut débloquer ces bitcoins par des conditions désormais grâce à Taproot, par des expressions conditionnelles. Ça a été rajouté par Taproot. C'est assez peu utilisé pour le moment. Et c'est la conjonction de ça, de la conditionnalité permise par Taproot et des Merkle Tree permises par OP4 qui permettrait de faire des fraud proof. Voilà. C'est important d'avoir les deux. Si on n'avait pas Taproot et juste OP4, on ne pourrait pas non plus créer de roll-up. C'est les deux cumulés. Ouais, totalement d'accord. On rappelle évidemment que le réseau Bitcoin est un réseau qui a le droit d'évoluer, qui évolue d'ailleurs assez régulièrement, même de manière assez infime, que par contre, ce sont les développeurs et les personnes qui font tourner Bitcoin qui vont décider en fin de compte de la direction qui est prise par le réseau.
Donc il faut quand même avoir ça en tête pour savoir à quel point le réseau peut ou pas changer. C'est l'approbation des développeurs et de l'ensemble des personnes qui font tourner le réseau qui permettra. Ça, Bah, les mineurs Ça. notamment, qui feront que c'est accepté ou pas, quoi, comme chaîne c'est principale. Sur Bitcoin, c'est justement. une machine, un vote. C'est Et ça. Et justement, de ce point de vue-là, les mentalités sont un peu en train de changer. En fait, disons que depuis 2014, ça paraissait inenvisageable de changer l'opcode de Bitcoin. Mais depuis la mise à jour Taproot et plus particulièrement l'avènement des ordinals, il y a une volonté beaucoup plus forte de développer et de tester des choses sur Bitcoin. Et justement, je trouve ça extrêmement encourageant que les bitcoiners se mettent à tester des choses à leur tour. Justement, quelle est votre opinion là-dessus? C'est Euh, essentiel. Pour moi, c'est essentiel pour la sécurité long terme. On a déjà eu le débat plusieurs fois de Bitcoin. Hein, c'est que Bitcoin a besoin de créer des transactions pour se sécuriser sur le long terme, pour créer des frais pour les mineurs. Et la narrative qu'on a eue ces dernières années d'être une simple réserve de valeur ne suffira, à mon sens, mais c'est personnel comme avis, pas à générer suffisamment de frais pour le sécuriser. Donc, on a besoin de créer des transactions pour utiliser Bitcoin, pas uniquement comme réserve de valeur, mais peut-être aussi dans la vie de tous les jours. Voire pour créer de l'expressivité et des smart contracts avec des layers 2. Donc moi, je trouve ça très positif, uniquement pour les frais. En fait, il n'y aurait pas ce problème de frais. Limite, je préférais que Bitcoin reste comme il est aujourd'hui, en simple réserve de valeur et pas plus. Mais parce qu'il y a cette problématique des frais, c'est quelque chose qui m'attire. Mais uniquement pour ça. Ça, c'est personnel, mais en tout cas, c'est mon avis. Non, Sachant que oui, d'accord là-dessus. on rappelle que Bitcoin aujourd'hui est une application monétaire, est une blockchain qui a en tout cas volonté d'être surtout application monétaire. On peut créer des petits scripts, mais bon, c'est très faible aujourd'hui sur Bitcoin. Et justement, ces layers 2 peuvent amener en plus, par exemple pour le Lightning, c'est surtout de l'échange monétaire, scalabilité de ce cas d'usage-là, mais pour beaucoup d'autres blockchains de layer 2 qui se construisent autour de Bitcoin, l'idée c'est d'amener aussi d'autres usages, comme le rappelle Gaëtan. Et du coup, je voulais vous partager un lien de Cryptost qui justement en parle. Je le montrais tout à l'heure quand Virgile parlait notamment de Stacks, où justement il y a le côté Stacks, c'est une sidechain à Bitcoin, mais de plus en plus de blockchains, comme Merlin, on l'a cité tout à l'heure, qui déjà a tout un écosystème bien scammy aujourd'hui. En fait, c'est pas les seuls, et on peut citer notamment Citrea qui doit sortir normalement en mainnet en fin d'année. On peut citer RGB, donc Really Good for Bitcoin, qui a envie de faire un truc qui est pas vraiment blockchain, qui est plus DAG. J'en avais parlé dans une émission notamment sur d'autres blockchains, ce que c'est qu'un DAG et à quel point ça peut faire évoluer aussi l'idée même qu'on peut avoir de la blockchain. Et donc du coup la Merlin Chain qu'on a cité précédemment. Donc voilà, il y a des projets en cours, il y a des projets qui justement doivent amener la gestion des smart contracts, pour certaines avec, comme la Merlin Chain, avec la gestion de l'EVM. La gestion de l'EVM, c'est la gestion des smart contracts habituels que l'on peut avoir, les Uniswap ou ce genre de choses tournent sur l'EVM. Et donc du coup, peut-être qu'un jour, on aura Uniswap sur Bitcoin. En gros, c'est ça l'idée. Est-ce que ça aura vraiment lieu ou pas? Il faut que Bitcoin évolue. Et il faut que l'ensemble des personnes qui font tourner Bitcoin se disent oui, c'est quelque chose qu'il faut et quelque chose qui permettra de faire en sorte que le système de sécurité reste, que le système de frais qui récompense les mineurs reste, et ainsi de suite, quoi. Il y a toute une logique à traiter et qui est pas encore fait, quoi. Voilà. Après, Jérémy a voulu poser une question tout à l'heure, mais tu n'as pas eu le temps de finir ta question. C'est du coup, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Si c'est si simple et que c'est rajouter un opcode, quel c'est le risque, entre guillemets, à rajouter cet opcode et pourquoi il y a débat? Le premier débat qu'il y a autour de ça, je ne suis pas dans la communauté à 100%, mais c'est d'être capable d'anticiper les effets de second ordre et de troisième ordre que ça pourrait entraîner. Notamment, ce qui fait le plus peur, c'est l'apparition d'un MEV, donc d'un Miner Extractable Value, assez intense sur Bitcoin, qui viendrait compromettre fortement la décentralisation du réseau. Centraliser encore plus la production de blocs, les mineurs, etc. etc. Donc, ils ont très très peur du MEV. Ils ont vu ce qui s'est passé sur Ethereum. Sur Ethereum, c'est, j'allais dire, un shit show, le MEV en ce moment. C'est très dur à résoudre. Ça fait des années que Ethereum travaille sur le sujet, ça s'améliore. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être créées. Mais c'est beaucoup, beaucoup de travail et de modifications à faire que Bitcoin ne peut pas se permettre en restant ossifié. Ouais,
Précisons juste, alors c'est un sujet complexe le MEV, mais si on doit définir ce que c'est que le MEV en 2 phrases. Le MEV, c'est l'argent, enfin, oui, on va dire l'argent que tu peux récupérer en ordonnançant ton bloc d'une façon différente. Donc, c'est soit en ajoutant ou en supprimant des transactions toi-même en tant que mineur dans ce bloc-là, soit c'est en choisissant de mettre telle transaction avant telle autre. C'est la manière dont tu construis ton bloc te permet à toi, créateur de bloc, de générer de l'argent. Si je simplifie, c'est ça. tout Et des simplement. fois, Un ça jeu de se fait au Tetris. détriment des utilisateurs parce que les utilisateurs se prennent des transactions sandwich, par exemple. Donc, le mineur va mettre une transaction avant, une transaction après, qui va tirer profit de ce que voulait faire l'utilisateur. On peut front-runner les transactions. Enfin, il y a plein de trucs qui peuvent se faire et qui se font au détriment des utilisateurs finaux, quoi. C'est ça. Et aujourd'hui, il y a assez, voire pas de MEV sur Bitcoin. Il y en a un petit peu hein, depuis que les ordinals existent, notamment pour être le premier à acheter ou vendre un ordinals ou une rune. Mais vu qu'il n'y a pas d'expressivité de smart contract, il n'y a pas d'arbitrage de pool de liquidité, il n'y a pas tout ça. Donc il y a beaucoup moins cet incentive d'être le premier à arbitrer une pool de liquidité, etc., etc. Si tu rajoutes de l'expressivité sur Bitcoin, en fait, toute blockchain qui a de l'expressivité est sujette au MEV. Et donc la grande peur côté Bitcoin, c'est ça, c'est d'introduire du MEV, d'en rajouter en tout cas bien plus, à cause de l'expressivité permise par les layers 2. Après, ça devient du coup technique de savoir si oui ou non les layers 2 là, de fraud proof qu'on pourrait construire avec BitVM entraîneraient du MEV ou pas. Il y a des débats, c'est en train d'être débattu par la communauté Bitcoin. Mais ça, c'est leur crainte principale, telle que je l'ai comprise du moins aujourd'hui. Bah après, c'est une peur qui est très légitime parce que pour l'instant, sur Bitcoin, il n'y a pas vraiment de garde-fou pour gérer cette MEV-là. Alors, en fait, sur Ethereum, sur Ethereum, il y avait le IP 1559 qui limitait beaucoup cet aspect. Mais sur Bitcoin, il n'y a pas tellement de mécanismes qui permettent de limiter ça. Et effectivement, ça peut être un vecteur d'attaque qui peut devenir très dangereux si on intègre des layers 2 tels quels. Moi, ça fait partie des raisons qui font que à titre personnel, je pense pas que, même si on pourrait le souhaiter par ailleurs, mais je pense pas que OP4 l'opération sera couronnée de succès parce qu'il y a une vraie dimension conservatrice, presque dans le bon sens du terme, au sein de la communauté Bitcoin qui a effectivement très peur d'ajouter les trucs et qu'en fait ça casse l'édifice. Et l'édifice économique de Bitcoin, l'objectif, c'est de faire un granit sur lequel on puisse construire des choses au-dessus, quoi. Donc surtout, le premier objectif, c'est de pas casser le granit, quoi. Et j'ai un peu l'impression qu'en gros, la philosophie, je résume un peu à la machette, mais la philosophie chez les bitcoiners, c'est s'il y a un doute, on n'y va pas. Et la philosophie chez Ethereum, c'est s'il y a un doute, on tente et on verra bien. C'est la machette, hein. Là, j'ai sorti la machette pour vous faire le résumé. Mais en tout cas, il y a une aversion au risque, paradoxalement peut-être pour des gens qui connaissent mal l'écosystème. Il y a une aversion au risque qui est en fait très forte chez les bitcoiners et sur les choix qui sont faits par cette communauté. La contraposée question, désolé, je te coupe, Michael, c'est qu'en fait, les R2 ils vont se créer dans tous les cas, puisqu'on a Merlin Chain, on a Lightning Network qui se centralise beaucoup parce que compliqué à utiliser de manière décentralisée. Et donc, le débat qu'ils ont à faire maintenant, c'est est-ce qu'on sera mieux à ne rien faire et en laissant des layers 2 se construire de manière très centralisée, ou est-ce qu'il vaut mieux qu'on fasse cet OP4 pour corriger ce problème-là, quitte à avoir un peu de MEV. Apparemment, il n'y en aurait pas, hein, de ce que je comprends du débat, moi, puisqu'en fait, le MEV aurait lieu au niveau du layer 2 uniquement et pas au niveau du layer 1, mais c'est encore un peu technique. Mais est-ce qu'il vaut mieux prendre ce risque-là plutôt que vu que les layer 2 vont avoir lieu dans tous les cas, rester avec le schéma de layer 2 qu'on a actuellement, qui est de plus en plus centralisé, soit par le multisig, soit par les nœuds Lightning Network dont on a parlé tout à l'heure. Donc ça, c'est le débat qui est un peu en train d'être tranché, parce que ne rien faire, c'est presque un choix au final. Il y a entre ne rien faire et faire quelque chose, ne rien faire est un choix. Donc, c'est pas tranché. Moi, personnellement, je disais que ma probabilité, c'était 50%. Je pense qu'il y a 50% de chances que l'OP4 soit ajouté à Bitcoin, 50% que ça ne le soit pas. On verra bien, ça prendra encore quelques mois, voire quelques années de débat. Mais c'est hyper intéressant de suivre, en tout cas. Le conservatisme est une idéologie. Tout à fait. Dit-il jeudi 4 juillet. J'ai rien dit de plus. Moi non plus, j'ai rien dit de plus, j'ai juste donné la date, c'est tout. Ok, parlons d'un sujet qui n'est pas lié à l'actualité, à savoir les projets Cube3. Je dis pas lié à l'actualité, mais c'est en fait partiellement faux puisque vous pouvez retrouver sur la chaîne de Cube3 une émission hyper chouette qui vous montre un peu les coulisses de OK, quand on fait un projet blockchain,
à quoi ça ressemble, comment est-ce que ça se passe une soutenance devant un jury. Ça a été hyper bien produit, l'émission, c'est assez rigolo. Voilà, comment dirais-je, c'est un peu en mode qui veut être mon associé pour ceux qui ont vu cette émission. Et donc, en fait, les porteurs de projets vont venir défendre devant un jury de professionnels leur projet et essayer de se faire incuber chez Cube3, qui est un des incubateurs de référence en France sur les projets Web3 et blockchain et crypto. Voilà, donc j'ai eu la joie et le grand bonheur de faire partie de ce jury à quelques occasions. Je voulais simplement vous faire un peu mon retour du terrain de ces projets. Déjà vous dire que il y a une belle sur un certain nombre de projets. Moi, je remarque une belle maturité, c'est-à-dire des gens qui euh, comprennent ce que c'est que la blockchain, comprennent à quoi ça sert, comprennent dans quel contexte est-ce qu'on peut l'utiliser. Alors, évidemment, pas tous, c'est-à-dire que sur les 120 projets qu'on a vus, il y a encore des gens, et c'est des retours que j'ai pu faire d'ailleurs dans les jurys, il y a encore des gens où tu sens qu'en fait, ils ont balancé la blockchain au milieu du truc parce qu'en fait, ça faisait bien et que ça permettait de lever de l'argent sur un token, quoi. Ça existe encore. Je vous mentirais si je vous disais l'inverse. Mais c'est pas le cas systématiquement et notamment j'ai en tête le projet qui a été porté par quelqu'un qui s'appelle Hugo Dace, que je passe en interview aujourd'hui d'ailleurs pour la petite histoire. Euh, et, euh, et je trouve que ce projet il illustre parfaitement bien quelque part ce qu'on essaye de faire chez Alira. Ce projet, alors je le résume en 3 mots. Ce projet vise à transformer un document qui permet d'établir la propriété d'un conteneur dans le transport maritime, puisqu'il faut savoir qu'en fait dans le transport maritime, la détention de ce document vaut détention du conteneur. Et c'est reconnu par l'ensemble des acteurs du transport maritime comme étant la manière dont ça fonctionne. C'est-à-dire que la banque va vous prêter de l'argent si vous lui présentez le document. Les gens qui gèrent le port vont vous donner le conteneur. C'est vraiment le papier vaut possession du conteneur. Et c'est hyper archaïque puisque on est en 2024 et de te dire que de la détention d'un papier dépend la détention d'un conteneur qui vaut probablement des dizaines de millions d'euros, c'est un peu étrange. Et donc le projet de Hugo, c'est de blockchainiser, de tokeniser, de passer on-chain ce document et de le faire reconnaître par l'ensemble des acteurs de l'industrie comme étant la nouvelle norme. Là où c'est hyper intéressant, c'est que si je m'arrêtais là dans l'explication, moi c'est un projet que j'ai vu, je pense, depuis que je dirige Alira. Je pense que c'est un projet que j'ai vu sous une forme ou sous une autre, peut-être une centaine de fois. De dire, on va utiliser la blockchain pour faire de la supply chain, ça va être génial, on va pouvoir suivre l'évolution des produits dans la supply, etc. Moi, ça fait 5 ou 6 ans que j'en entends parler de ce truc-là. Et des gens qui lancent des projets sur cette thématique-là, j'en ai vu des quantités phénoménales. Ce que je trouve vraiment intéressant dans la démarche de Hugo, c'est qu'en fait, c'est lui-même un professionnel de ce secteur-là. Son père travaille dans ce secteur-là. Et donc, en fait, il a une compréhension extrêmement précise et extrêmement fine de ce que font les acteurs. Et ça se sent quand il en parle, en fait. Et notamment, ce qui a convaincu le jury, c'est qu'il ne balance pas son projet en mode hors sol, en dehors des normes qui sont définies par l'industrie, mais en fait, il se branche à un moment où précisément l'industrie, donc l'industrie, elle est dominée par en gros 4 ou 5 grands transporteurs, dont CMA, CGM et tous les petits copains, à un moment où cette industrie est en train de consolider un certain nombre de normes pour de l'échange de documents. Et donc, en fait, lui, ce qu'il vient faire, c'est qu'il vient offrir une solution technique qui répond à ce cahier des charges qui est en train de définir la norme de ce type de document au niveau informatique. Et c'est là où c'est, je trouve, hyper intéressant et hyper fort, c'est que, en fait, tu viens pas en mode je vais vous expliquer comment faire votre travail et voici la solution technique que vous allez utiliser, ça va être vachement mieux. Non, en fait, tu pars de ce que eux te disent et de ce que eux définissent comme étant les spécifications techniques dont ils ont besoin, et tu viens mettre en face une solution technique, et c'est là où ça marche. Et d'ailleurs, donc là, on a effectivement le passage où il présente son projet. Vous avez parmi les membres du jury, je ne sais pas si je vous spoil le résultat ou pas, mais parmi les membres du jury, vous avez l'actionnaire majoritaire de l'UBAC, qui est assis là au fond du fauteuil, et qui a réagi hyper positivement au projet. Je vous en dis pas plus pour l'instant. Donc allez voir si vous voulez cette soutenance. Le projet vaut le détour, et je trouve il illustre bien justement voilà ce qu'on essaie de faire chez Alira, à savoir
transmettre des compétences à des gens pour qu'ensuite ils puissent les utiliser dans les différents secteurs dont ils sont experts. Moi, le transport maritime, très franchement, j'y connais pas grand-chose, quoi, à part 3-4 généralités que tout le monde connaît. Mais dans le détail, j'y connais rien, quoi. Je peux pas vous apprendre à utiliser la blockchain dans ce secteur-là. Par contre, ce qu'on peut vous apprendre, c'est à utiliser la blockchain. Voilà, voilà. Qu'est-ce que vous D'ailleurs, pensez de ce genre d'initiative? bah, Ouais. c'est vraiment top. D'ailleurs, Hugo, on l'avait reçu le mois dernier, tu sais, sur la nouvelle émission de Jérém sur le concours de pitch. Yes. Il Et avait gagné le bah, concours de pitch pareil. d'ailleurs aussi, si je Et ne m'abuse. assez largement d'ailleurs, parce qu'effectivement, le projet est réfléchi, le projet est pragmatique sur tout un tas de sujets. Hugo présente très bien, on sent que derrière, c'est maturé, c'est réfléchi, il n'y a pas de blockchain washing, il y a assez peu de surface, on va dire, d'attaque en termes de réflexion et de cas d'usage. Et on est en plus sur un fonctionnement, comme tu l'as dit, qui est très archaïque actuellement. Et la problématique, justement, sur le possesseur du papier à la possession du conteneur. Et un papier, c'est volant, quoi. Tu te fais piquer Ah ouais, il c'est nous ouf. expliquait, tu te fais piquer le papier le jour où le conteneur il arrive, tu te présentes avec, tu es propriétaire du conteneur. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc voilà. T'imagines Donc le niveau de ouais, non, pression des mecs qui transportent les valises avec les papiers, quoi. Putain, merde, je je l'ai pense oublié dans que le ouais, taxi. Ah. le papier, De boulet. il est sous bonne garde. Ah non, mais il est sous bonne garde le papier, là, je peux te dire. Alors, je pense que tu as 2 armoires à glace qui transportent le papier dans une mallette. Mais moi, c'est les projets qui me parlent le plus, où la blockchain est utilisée comme moyen technologique de résoudre une problématique de fonctionnement actuelle. Et alors certes, il y a plein de projets qui ont un aspect très économique, très financier, qui sont très intéressants. Mais moi, vu que j'ai utilisé la blockchain au départ comme étant un produit technologique aussi, moi, c'est les projets qui me parlent le plus à ce niveau-là. Je suis assez d'accord. Moi, ce qui m'a fasciné le plus avec la blockchain, c'est la notion de propriété de manière digitale, hein, qui n'était pas possible avant la blockchain. On ne pouvait pas avoir de propriété digitale avant la blockchain. Et en fait, rien que la société se crée une grosse partie de la société est créée parce qu'on a le droit de propriété. Sans droit de propriété, c'est très dur de vivre en société. Et donc là, On découvre effectivement, que Gaëtan est un dangereux capitaliste, mon Dieu. vous parlez du bout de papier en ce qui concerne le porte-conteneur, c'est une notion de propriété. Avant la blockchain, c'était dur de transformer ça de manière digitale puisqu'on n'avait pas de propriété digitale. Donc la blockchain, c'est tout bête, mais ça Ouais. permet de ce simple cas d'usage de propriété digitale. Donc dans le cas du porte-conteneur, ça marche très bien. On peut imaginer un multisig possédé par 8 personnes du conseil d'administration qui du coup posséderont le bout de papier, enfin le NFT qui représentera. J'ai pas le détail du projet, j'ai pas encore vu la vidéo personnellement, donc je suppute. Mais imaginons que le NFT remplace le bout de papier. Bah, je préfère qu'il soit géré par un multisig des 8 personnes du conseil d'administration de l'entreprise que par une armoire à glace qui transporte ça dans sa valise, comme vous l'avez dit, effectivement. Donc c'est vraiment intéressant. Ça paraît tout bête, mais c'est des choses simples comme ça qui peuvent révolutionner notre manière de vivre et d'échanger au quotidien. Ouais, Ouais, et carrément. juste En tout cas, hyper inspirant. pour ajouter un petit peu Vas-y, vas-y. de contexte, c'est vrai que nous, on travaille justement dans le cadre d'Alira à faire des projets finaux en fin de parcours, puisque c'est aussi comme ça que l'on apprend, c'est en faisant. Une bonne partie ne devient pas entreprise par la suite, mais on a la chance d'avoir justement des beaux représentants comme Hugo qui présente du coup son projet Cape. Il l'a présenté déjà là, il l'a présenté dans le hackathon de PBWS où il a gagné aussi, chez Jérém il a gagné. Donc on a la chance d'avoir des Il personnes a qui tout viennent gagné. chez nous qui sont de qualité, exactement, Mickaël. Mais c'est pas le seul. Évidemment, dans la première vidéo, je présentais Ashgard parce que Ashgard aussi est issu de justement un groupe allyrien et comme beaucoup. Donc aujourd'hui, on est très heureux de pouvoir justement mettre au service la compétence et la connaissance à des personnes qui ont envie de créer des projets et des projets qui voient vraiment le jour. Évidemment, c'est sans compter les all feeds, c'est sans compter tout ça qui voit déjà leur vie entrepreneuriale exister. Donc ouais, on est très heureux de pouvoir voir ces personnes-là dans ce genre de cadre où ils présentent aussi justement le côté la blockchain, c'est un outil et on va l'utiliser de la bonne manière et on va pas faire juste un truc scammy et c'est aussi ça ce que l'on souhaite, donc ça fait plaisir. On essaie de Tout à faire en fait. sorte que nos apprenants ne fassent pas de projet scamming, c'est mieux.
Et puis vous n'êtes pas obligé de venir avec une idée de projet en tête non plus, hein. Vous pouvez tout simplement adapter vos compétences à votre écosystème professionnel ou à votre métier actuel, hein, sans avoir besoin de créer de projet. C'est juste qu'on offre cette possibilité à nos apprenants, mais c'est en rien une obligation de créer un projet à la suite après votre parcours chez Alira. On a un petit projet d'école qui est à faire nous en interne, mais ensuite, voilà, je vous le dis juste parce que vous Bien n'êtes pas sûr. obligé de venir à Alira dans cet objectif de créer une entreprise derrière. C'est une des possibilités qui vous est offerte, mais c'est évidemment pas la seule. Et en effet, comme dit Corco dans le chat, il y a aussi d'autres projets d'Alira issus d'Alira qui ont été incubés chez Cube3, comme par exemple Behind the Gate de notre ami Sébastien Gazo. Donc ça fait plaisir aussi de les voir être poussés depuis maintenant pas On a mal eu de aussi temps. au concours de pitch, d'ailleurs. Incroyable. Et c'est vrai qu'il y a un jeu narratif Web3. C'est très cool comme ça. Tout à fait. Trop bien. Et ben, en tout cas, moi, je souhaite toute la réussite à ces projets. Et je suis sûr qu'ils n'ont pas fini de nous éblouir. C'est d'ailleurs un truc. Je fais une petite parenthèse. Je vous partage ma frustration de président d'école. Il y a un petit côté des fois, alors là, ça commence à se calmer justement parce que ça fait 5 ans et qu'on commence justement à avoir du recul, à avoir des projets, etc. qui sortent. Mais des fois, les gens sont impatients. C'est-à-dire que, genre, ça fait 2 ans que tu existes. Et là, tu reçois des messages de tout le monde en mode, ah alors, c'est quoi les projets qui ont levé des trucs? C'est quoi les projets qui ont marché et tout? Et t'es en mode, mais enfin, calme-toi. Déjà, il faut que les gens ils soient formés. Ensuite, il faut que les gens ils aient le temps de réfléchir ensemble. Donc, ça prend 3 mois. Ensuite, il faut que le projet se lance. T'en as pour 1 an. Et ensuite, il faut que le projet soit connu. T'en as pour 6 mois de plus. Enfin, c'est pas instantané, quoi. Donc là, c'est vraiment hyper cool. Et ça, gardez-le en tête aussi. Quand vous lancez un projet, quand vous vous lancez dans un parcours comme Alira, les choses sont possibles, mais les choses ne sont pas instantanées. C'est un parcours, c'est un chemin de transformation. Et l'entrepreneuriat, c'est pareil. Dans l'entrepreneuriat, il y a des choses qui sont possibles qu'on pense pas croyables au moment où on commence. On se dit jamais j'arriverai à ce niveau-là, jamais c'est possible ce truc-là. C'est possible, c'est juste que ça demande du temps. Et ça, je pense qu'il faut bien le garder en tête, quoi. Ça me fait écho à quelqu'un sur LinkedIn qui m'avait posé la question en MP justement pour rejoindre la formation, mais alors sur le bloc, la verticale IA, qui me dit du coup, vous avez des refs Ouais. de projets qui ont bien fonctionné post-Alira? J'ai dit, c'est la deuxième session, calme-toi. C'est ça, non, mais c'est exact. Mais sur l'IA, c'est pareil, tu vois. Genre, même à la fin de la première session, moi, j'avais des gens qui étaient en mode, alors, c'est quoi votre taux d'insertion? Mais genre, ils sont sortis il y a une semaine, de quoi tu me parles de taux C'est ça. d'insertion? Enfin, repose-moi la question dans un an, là, je te donnerai mes taux d'insertion. Mais là, sur l'IA, c'est compliqué, quoi. Ouais. Mais il y a une phrase qu'on connaît tous qui représente bien ça, c'est qu'on surestime tout ce qu'on est capable de faire à très court terme et on sous-estime tout ce qu'on est capable de faire à long terme. Et l'entrepreneuriat et la blockchain, c'est la même chose. Quand c'est sorti en 2010, 2012, quand ça a été connu en 2016, on voyait la blockchain changer le monde en l'espace de 2 ans. Maintenant, ça prend du temps. On est loin encore d'une adoption massive des stablecoins, d'Ethereum ou du Bitcoin ou autre. Ça prendra du temps, mais encore une fois, la vision long terme, elle est claire. C'est juste qu'il faut Ouais. attendre. Et je finis sur cette thématique-là avant de passer à la suivante. Moi, c'est comme les posts, à chaque fois, ça me plie en deux de rire. Genre, 3 jours après le halving ou 2 jours après le halving, tu vois, t'as toujours des posts sur Twitter en mode, ah bah finalement, il s'est rien passé. Ah bah, zut alors. Les cours ont pas fait x2, genre, le lendemain du halving. Zut, c'est genre, la machine est cassée, tu vois. Mais On nous a menti. qu'est-ce que t'as pas compris? Qu'est-ce que t'as pas compris dans le fait que ça prend 18 mois? Enfin, t'es pas capable d'attendre 18 mois, c'est quoi le problème? Ouais. Il y Enfin, a bref. énormément d'inertie en plus autour de ça, là-dessus, quoi. Ah, C'est bien anticipé, quoi. Et du coup, allez voir les vidéos de Cryptost du coup sur le truc, donnez de la force au projet, c'est quand même cool, mettez des commentaires. Et voilà, on espère les voir grandir. Pour que comme ça, la prochaine fois qu'on nous pose la question, on dira ouais, bah il y a Cape, regarde. Claude 3.5 Sonnet ou Sonnette, je sais pas comment on prononce. Comment tu prononces, J'y Mickaël? sonnais, mais Sonnet, ouais, chacun, je Euh, laisse à chacun sa prononciation. qui se propose d'être une nouvelle petite révolution au sein de l'IA. J'ai l'impression de faire la même headline toutes les semaines, Ouais, c'est ça. mais et qui a des perfs qui sont assez remarquables, notamment quand on les compare sur les LLM de OpenAI et compagnie, avec le tout avec une efficience qui est assez remarquable également. Est-ce que tu veux nous en parler? Je sais que tu l'utilises beaucoup, Michael. Ouais, alors, déjà, enfin, presque paradoxalement, mais pas tant que ça, j'utilise beaucoup plus les solutions d'Anthropic que OpenAI.
depuis qu'Anthropic a sorti effectivement son triptyque Claude 3. Hein, donc, il y a Sonnet, Opus et Haiku, dans le désordre, hein, du plus en plus puissant, on va dire. Et c'est vrai que on a tendance à beaucoup comparer, on va dire, les solutions d'Anthropic, OpenAI, à Google aussi avec Gemini, et on met généralement, pour faire bien, un modèle ouvert de type Llama, hein, de Meta, et depuis peu ceux de Mistral. Hein. C'est un espèce de cocorico quand même, ça fait pas de mal. Et les modèles GPT donc d'OpenAI avaient un peu la prééminence sur les performances. Alors, ça pourrait être l'objet d'ailleurs je pense, d'un sujet de chronique sur Comment tu fais les méthodes, pour de évaluer benchmark. Alors, justement, Parlons-en. Parce qu'on dit tu performant, mais de m'envoies quoi bien on la parle? balle. On a diverses méthodes, hein, de benchmark, justement, pour dire, bon, bah voilà, comment on peut comparer des choses qui sont parfois très difficilement comparables et testables. Quels moyens sont employés? Alors, il y en a plusieurs. Il y a des benchmarks sur le raisonnement sur des niveaux, par exemple, universitaires. Alors, tout ce que je vais vous dire, c'est très orienté anglais-US. Ouais. Et d'ailleurs, ça pourra faire tremplin sur autre chose. La maîtrise du code, la maîtrise mathématique, le fait de solutionner des problèmes. Donc tout ça, ça a été compilé dans des grands noms de benchmarks. Alors il y a, avec des acronymes tous les plus bizarres que les autres, il y a GPQA, MMLLU, Human Eval, voilà, il y a tout ça qui existe. Et bah, on les met sur le banc de test, on fait tourner ces benchmarks, et à la fin, on a un pourcentage. Donc bah, là, c'est le screen qu'on a sous les yeux. Et jusqu'à maintenant, on a toujours eu, et c'est toujours le cas d'ailleurs, Anthropic avec Claude et OpenAI avec GPT, bah, qui se tirent la bourre sur le haut du panier, avec Opus qui était devant GPT-4, GPT-4o qui est repassé premier sur certaines choses, et là, la version 3.5 de Sonnet, qui était le modèle intermédiaire, hein, qui était en dessous d'Opus, qui maintenant, entre guillemets, explose tous les scores. Il faut bien savoir une chose, c'est que, et ça c'est ce qu'on apprend sur le parcours IA, notamment avec les devs, c'est que là, on n'a pas l'impression que les écarts sont hyper significatifs. On n'a pas genre 30 points d'écart entre eux. Mais quand on arrive sur du 80-90%, juste de gagner un demi-point ou un point, c'est un plafond de verre qui est énorme. Alors que c'est beaucoup plus facile, comme on dit, de passer de 20 points à 60 que de passer de 60 à 65, par exemple. C'est très compliqué. Et donc là, on a Claude 3.5 avec le modèle Sonnet qui, en gros, surpasse le modèle Opus, qui est leur plus gros en date, et qui est X fois plus rapide, et donc moins coûteux. Parce que ça a un coût. Opus, moi, c'est peut-être celui que j'utilisais le plus, parce que c'est celui qui me semblait être le moins bête du lot, quitte à en utiliser un, parce que des fois, fallait ramer quand même. Et sauf qu'il est assez long et très coûteux en token, justement. Et Sonnet, du coup, qui était la version intermédiaire, était beaucoup plus rapide et moins coûteuse, mais était plus bête que Opus. Et là, ça s'est inversé. Et on a un Claude 3.5 qui vient un petit peu remettre, on va dire, Anthropic au centre du village. Anthropic n'est pas très connu, notamment en France. Hein. Tout le monde parle de Mistral, d'OpenAI et tout. Anthropic, moi je l'aime beaucoup parce que il est un peu en fufu derrière. Et alors, on parle de ce modèle comme étant un très bon LLM par rapport à d'autres. Il a aussi l'aspect vision par ordinateur qui était énormément bossé. Et donc ce qu'on appelle la computer vision. Et il est capable aussi, il surpasse beaucoup d'autres, il est capable aussi d'extraire des informations d'une image de manière assez extraordinaire. Typiquement, vous lui passez des charts, des graphes,
Tu lui demandes, extrais-moi tous les points dans un JSON, fais ci, fais ça. Et franchement, en tout cas, il y a très peu de pertes d'informations ou de trucs bizarres. En tout cas, énormément moins que si on le faisait à la main. Hein. Donc, c'est toujours ça de prix. Donc, ils ont énormément bossé aussi cet aspect-là, la computer vision à ce niveau-là. Et ce qui fait que moi, quand j'ai à l'utiliser, alors j'utilise de temps en temps, pas surtout, et dans des cas très très précis, franchement, j'utilisais quasi exclusivement Opus. Maintenant, j'utilise quasi exclusivement Sonnet 3.5. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur Anthropic, du coup, que je connais pas très bien personnellement? C'est une équipe de quel pays? Il y a une entreprise particulière? C'est tout US, hein, de toute Ok. façon. Ça se passe principalement par là sur tout ça. À part Mistral. Alors, eux, ils ont été fondés, je crois, en 2021, si je dis pas de bêtises, par des anciens d'OpenAI. Hein, donc, c'est tous un peu... Il y a un peu de consanguinité un peu partout dans ce genre de boîte. Ceux d'OpenAI venaient de Google, de DeepMind, etc. Donc, c'est tous les mêmes qui... Ce qui démarque assez fortement, si on devait trouver une proposition de valeur un peu différente d'Anthropic, au-delà de faire des modèles et de se tirer la bourre sur qui est le plus performant, c'est que, à l'inverse des polémiques qu'il y a sur OpenAI sur l'aspect éthique, l'IA générale, etc., où je les compare un peu à Binance, c'est on fait et puis on verra derrière ce que dira le régulateur, etc. Et on reviendra peut-être en arrière, mais dont acte. Anthropic, eux, c'est vraiment ce côté-là. On essaye de ne pas faire n'importe quoi dès le départ. Donc, ils sont beaucoup plus axés, on va dire, respect de l'éthique, etc., alors que OpenAI sont beaucoup plus advienne que pourra. On verra ce que ça donne. Quoi. Okay. Mais c'est tous les mêmes. Hein. Derrière, ils sautent d'une boîte à l'autre et ils montent leurs trucs, etc. Quoi. Et niveau pricing, ensuite, c'est payant, j'imagine, pour l'utiliser aujourd'hui. Ouais. Alors, il y a, pareil, il y a la version de chat. Hein, comme un peu de chat GPT avec des formules gratuites, avec certaines restrictions, et un mode API aussi qui permet de taper directement chaque modèle distinctement. D'ailleurs, jusqu'à pas longtemps, c'était la seule manière d'utiliser les modèles d'Anthropic, c'était d'utiliser la console API quand on était en France, sans VPN, etc., avec un numéro de téléphone généré pour l'occasion, parce qu'il y avait un contrôle SMS derrière. Mais voilà, globalement, c'est le même type de produit que ce que fournit OpenAI. Hein. Là-dessus, il n'y a rien d'extraordinaire à dire. Si on connaît OpenAI, on connaît Anthropic. On peut faire une petite démo. Alors, juste, il y a un petit truc aussi qui n'a pas été dit sur 3.5 Sonnet. Alors, on a, donc, comme il l'a dit, 3.5 Haiku, Sonnet et Opus. En fait, on peut comprendre à partir du nom la force, en fait, la largeur du modèle. Haiku, c'est 3 vers, donc forcément c'est petit. Un sonnet, c'est 4, c'est un poème, donc du coup c'est pas très grand. Et ensuite l'opus, c'est un livre entier, donc du coup c'est beaucoup plus large. Et d'où d'ailleurs cette courbe un petit peu d'intelligence qu'on peut avoir. Et là, Claude 3.5 a monté en flèche. Un point qui a été rajouté, donc tu l'as très bien dit sur le côté vision, chose qui a été aussi très mise en avant par OpenAI avec ChatGPT 4o. Ils ont mis en avant aussi leur côté artefact, qui est leur génération en fait de trucs à la volée, bien formalisés et ainsi de suite. Et donc par exemple pour le code aujourd'hui, Sonnet a vraiment travaillé justement la modélisation de code de manière générative. Et on peut faire une petite démo. Donc j'ai ouvert Claude.ai, je me suis fait un petit compte. En France maintenant, pas de souci, on peut y aller. Et je lui ai dit la phrase la plus simple qui permet de résoudre des problèmes dans les smart contracts, c'est « Donne-moi un smart contract de vote sur la blockchain Ethereum avec délégation et vote par token. » Et donc, il m'a donné un code. Je sais pas, je l'ai pas encore lu, mais si vous voulez, je peux le faire en vitesse avec vous. Je suis pas sûr que ce soit incroyable. Je sais pas pourquoi il met ça. Il y a un truc de Solidity, c'est trop niche encore, c'est pour ça. C'est vraiment trop niche. Est-ce que t'as le contrat de... moi, un test que j'aime bien faire, c'est de leur filer le contrat de The DAO et de leur demander s'il y a des vulnes dedans. Attends, ok. Je vais essayer de faire ça. J'essaie de te le trouver.
Vas-y. Et d'ailleurs, hein, pour meubler en attendant sur ce que disait Cyril, effectivement, alors ça, c'est pas directement lié à la mise à jour du modèle, mais plus dans les fonctionnalités qui sont ajoutées à la partie chat, où tu vas vraiment avoir ton espèce de boîte à outils où il va pouvoir justement extraire certaines parties, les mettre dans une espèce de boîte à côté pour réutilisation. Donc ça peut être du code, ça peut être de l'image générée, ça peut être tout un tas de choses. J'essaye de trouver le smart contract de The DAO, mais là, je le trouve pas tout de suite. Quel dommage. Je crois que j'ai une piste. Ça aurait été marrant. Alors, pour Je l'ai, je te l'information de l'envoie. tout le monde, The DAO, c'est un des premiers smart contracts qui s'est fait hacker par une histoire de reentrancy et qui, du coup, a mis en avant cette faille de sécurité potentielle chez beaucoup. Donc, Je l'ai mis dans le chat ouais. privé. Je crois que c'est Allez. celui-là. Attends, je vérifie. Ça part. Il y a encore 43 tokens dessus. Waouh. 43 Ethers, ouais. Enfin, 43 J'ai pas regardé, Ethers, attends, j'ai pas regardé. Mais il y a des interactions avec, c'est bizarre. Ça a été déployé quand, ce truc-là? Hop là. On va s'amuser à regarder un peu tout ça. Ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup. Je suis pas sûr que, en fait, juste je pourrais lui donner tous ces éléments-là à mon petit entreprise. D'ailleurs, en parlant aussi prompting et interprétation en attendant, ce qui est assez rigolo à voir, c'est que systématiquement, quand on va lui mettre cherche-moi des vulnérabilités sur ce code-là, par exemple, il va avoir un biais introduit en disant je pars du principe qu'il y en a un et tu dois le trouver. Et en fait, parfois, il va chercher quelque chose qui n'existe pas pour forcer un peu la recherche. Et souvent, il faut lui préciser attention, si tu n'en trouves pas, essaye pas d'inventer des trucs, quoi. Eh bien, c'est intéressant parce que je lui ai donné donc du coup tout le contrat et je lui ai dit cherche-moi des vulnérabilités dessus. Il me dit directement il y a une vulnérabilité à la reentrancy. C'est la première chose qu'il me trouve. Alors la fonction split DAO, on va pouvoir voir. Allez, juste pour le fun, split. Effectivement, pour donner le contexte à tout le monde, The DAO, c'était un des premiers projets de smart contract qui a été publié sur Ethereum, qui a fait beaucoup de bruit. C'était en 2016, avec une grosse hype, une grosse levée de fonds pour lancer le projet. Et effectivement, le contrat avait un bug, notamment une attaque qui s'appelle la réentrance, qui permet de repasser plein de fois en boucle dans une fonction. Je simplifie un peu, et ça a permis à un attaquant d'extraire, je ne sais plus combien, mais des quantités faramineuses d'argent. Et comme Ethereum était encore jeune à l'époque, il a été décidé aux grandes dames du camp conservateur et du camp de l'immutabilité des blockchains, il a été décidé de rollback, c'est-à-dire de revenir en arrière dans l'histoire de la blockchain, de corriger le bug et ensuite de créer un univers dans lequel cette attaque n'avait jamais eu lieu et dans laquelle les gens du coup ne s'étaient pas fait voler leur Ether. Donc ça, c'est la blockchain Ethereum telle que vous la connaissez aujourd'hui, l'Ethereum mainnet et l'héritier de ce rollback de 2016. Et Ethereum classique, l'autre version d'Ethereum, eux, c'est une blockchain qui est restée avec en disant non, dans un contrat, ce que le contrat fait, c'est ce que le contrat dit. Et donc, s'il est hackable, c'est tant pis. Et donc, ça, c'est Ethereum classique, c'est une version dans laquelle le hack produit, quoi. Mais d'ailleurs, ce que tu dis, c'est intéressant parce que vu que The DAO et le problème qu'il y a eu dessus, c'est très connu, très documenté, est-ce que ton IA, elle va réellement investiguer le code Deuxième et option, chercher des patterns, des machins, ou alors est-ce qu'elle va juste savoir que elle a appris que voilà, Split DAO, par exemple, il y avait cette vulnérabilité-là, et va juste retranscrire ce qu'elle a appris là-dessus sans avoir spécialement analysé le code. Ouais, j'avais la même remarque et je pense que c'est la deuxième option aussi. Bah, Je dans pense ce cas-là, que c'est la deuxième option. Dans ce cas-là précis, potentiellement, c'est plus la 2. Mais quand même, il sait faire de la 1 à ce niveau-là sur de l'interprétation et de l'analyse de code. Il faut lui filer du code qui a une vulne qui est pas évidente et qui est du code original, quoi. Oui, Il n'est pas publié, commenté partout parce que l'attaque de The DAO, elle a été analysée effectivement. Bah, en fait, c'est littéralement écrit. En fait, Claude vous indique qu'il a reconnu le contrat de The DAO hack et du coup que ça a conduit à un fork. Donc, comme quoi, en fait, il a été quand même assez intelligent pour se dire bah, tiens, c'est marrant, ce contrat, je le connais.
Pose-lui la question de combien d'Ethers ont été volés, parce que de mémoire, c'est une quantité faramineuse. Je me demande si c'est pas 30% des Ethers qu'il y avait à l'époque en circulation. C'est pour ça qu'il y a eu un tel rollback, c'est parce que c'était une quantité vraiment énorme en pourcentage à l'époque. Et du coup, ça répond, alors sans qu'on l'ait vraiment dit, ça répond à la question de la 3,6 personne là qui nous demandait 10%. combien 3,6 millions. 3,6 millions d'Ether. Ah À ouais, l'époque, c'est ça devait être considérable. 10% à peu près. 5%, il y a marqué. mais- 5%? Ah ouais, 5%, ok. Oui, c'était 70 millions la supply d'Ether au début, donc c'est ça, 5%. N'empêche, elles sont cool ces Voilà, donc réponses. ça, hein. c'est- Elles sont bien documentées. Elles sont hein, rapides, j'aime hein. Elles sont rapides. bien. Ouais, de ouf. Moi, je trouve, c'est pour Ça, ça c'est des les exemples modèles de. d'Anthropic, je les trouve hyper pédagogues sur. Tu vois, avant, même quand tu promptais, c'est pour moi ce qui rend le prompting de moins en moins important, c'est que avant, tu étais obligé de lui préciser tout, de lui faire un cahier des charges sur le type de réponse que tu voulais, soit pédagogue, explique, justifie, nanani, nanana. Maintenant, il n'y a plus besoin. C'est juste combien d'éthers, ouais, truc tout con, Mm. et il va vraiment te dérouler le truc de manière explicite, quoi. À l'inverse, si tu Ouais, voulais très des pratique. réponses simples, il faut lui dire que tu veux une réponse simple et courte, j'imagine. Parce que sinon, Ça. il te fait un grand paragraphe. Alors, t'as ça, mais tu peux jouer aussi sur un paramètre qui est le nombre de tokens max à générer. Et du coup, tu lui donnes une fenêtre de génération. Et si tu réduis cette fenêtre, automatiquement, il va être plus concis. D'accord. Ça a fonctionné. Ça marche effectivement, ouais. Et bah trop bien, on arrive au terme de cette émission et du coup voilà, on vous a fait un exemple live d'une intersection possible entre les IA et les LLM et les techno-blockchains. C'est chercher des hacks et chercher des failles dans les smart contracts. C'est certainement pas as good as un vrai audit, évidemment, vous l'avez bien compris. Mais c'est quelque chose quand même qu'on peut faire pour s'aider un peu. Il faut pas se leurrer, les boîtes d'audit se servent d'outils alors de machine learning et de deep learning, sans parler même de langage là-dessus, mais elles utilisent ces outils-là aussi. Bien sûr. Bien sûr. Peut-être pas à la place, j'irai pas jusque-là pour pas lancer un pavé dans la mare, mais en tout cas, elles utilisent ces Plus un pavé solutions sur la gueule, pour. Ouais, malheureusement. Mais voilà, c'est utilisé depuis un moment. Ouais. Fortunato, on se voit à ETHCC. Alors, ETHCC, vous allez voir qui? Vous allez voir Gaëtan, vous allez voir Cyril et votre serviteur. Je crois que c'est ça, hein, la team qui y va. Il y a Corco en plus qui vient. Et Corco, ouais. Non, Corco, c'est annulé pour cause de De trop de travail. travail. Voilà, donc vous Donc, allez du pouvoir coup, voir lui, effectivement un il certain sera- nombre de membres de la team Alira. Et ben merci à tous en tout cas et à toutes pour ce live. C'était hyper chouette de faire ça avec vous comme d'habitude. Si vous voulez vous former à la blockchain, à l'IA, mais dans le chat, je sais que vous êtes tous déjà passés par chez nous. Certains même sont passés par 2 formations et d'autres même par 3 formations. Donc voilà. Mais néanmoins, s'il devait y avoir des personnes qui n'ont pas été encore formées chez Alira parmi nos auditeurs aujourd'hui, alira.fr/rendez-vous pour avoir un rendez-vous avec un des conseillers formation. Vous avez sur le site les brochures, tous les financements possibles, etc. Donc voilà, et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de journée. À bientôt et merci à nos chroniqueurs d'avoir été là. Et Ouais, à la c'est semaine bon. prochaine depuis le Salut THCC. tout le monde. Ciao, ciao. Et en Tout le direct monde. de l'ETHCC, exactement. Salut tout le monde! Life is just